à tous et merci de nous recevoir depuis vos diverses positions. Votre émission Prime News Sport reprend de plus belle manière et pour ce comeback, nous recevons pour vous un invité. Bonjour Monsieur Adoni. Bonjour Monsieur Kamel. Alors, avec Monsieur Adoni, nous allons décrypter ensemble le dernier virage des compétitions interclubs européennes qui aspirent l'attention de tous les autres événements sportifs en ce début d'été. Nous analyserons l'aboutissement des carrés d'as de la Champions League, de l'UEFA Europa League, de l'UEFA Conference League. Si le temps nous le permet, bien sûr. Mais démarrons par la petite reine des sports. Et il faut le dire, la Fédération béninoise du cyclisme est en train de mettre petitement mais lentement les petits plats dans les grands en ce qui concerne la régularité, l'attirance et la médiatisation. S'il faut le dire, le Tour de France est la plus grande compétition du cyclisme au monde. Le Tour du Bénin est en train de faire sa petite place au soleil. Nous connaissons tous le Tour de France, le Tour d'Espagne, le Tour d'Italie. Pour ce qui est de l'Europe, en Afrique, nous avons le Tour du Cameroun, le Tour du Rwanda et bien sûr le Tour du Faso. Mais à côté de ces grandes compétitions, le Tour du Bénin est en train de s'affirmer année après année. Alors, créé en 1992, le Tour du Bénin a été bisannuellement organisé de 92 à 98 pour devenir annuel de 2003 à aujourd'hui, avec des pauses de 98 à 2003, de 2005 à 2013 et tout récemment en 2019 et 2020. Depuis 2022, le Tour du Bénin est classé en catégorie 2.2 par l'Union cycliste internationale avec 5 étapes de course en ligne individuelle. Alors, Monsieur Adoni, dites-nous, peut-on dire qu'enfin nous avons un tour cycliste professionnel au Bénin? Merci beaucoup Monsieur Kamel pour cette question. Déjà, il y a un travail qui est en train d'être fait et comme vous l'avez bien souligné, c'est régulier depuis quelques années. Mais professionnel, c'est bien un trop grand mot en fait. Il faut continuer dans ce sens et assurément, il y aura les résultats au bout, mais il ne faut pas se précipiter et espérer en même temps de résultats ou de Deus Machina. Sinon, pour l'instant, ça va. Ah, d'accord. Avec des équipes qui viennent de la France, de l'Allemagne, de l'Afrique du Nord, du Cameroun, du Burkina, entre autres, peut-on affirmer que le Tour du Bénin s'est déjà donné une réputation internationale quand même avec l'intérêt de ces pays de tradition de ce sport? Plus ou moins. On peut aller dans ce sens, puisque si d'autres fédérations jugent important d'envoyer des cyclistes au Bénin pour participer à cette compétition, c'est que ça a quand même un intérêt. Quand bien même ce n'est pas forcément les têtes d'affiche de ces pays qui arrivent, c'est quand même une compétition qui aide peut-être les pépites à se préparer et déjà nous-mêmes, oui, pour d'autres grands jours du continent, et déjà nous aussi à nous préparer, à nous élever un jour à ce niveau, au niveau continental dans un premier temps. D'accord. Et qu'est-ce qui explique le fait que les Béninois n'excellent pas dans ce sport? C'est compliqué, c'est compliqué. Déjà, il faut le travail. Vous avez parlé de Tour de France tout à l'heure, le Tour de France a quand même 120 ans. Et nous, on a commencé tout à l'heure, en 1992, et avec en même temps des pauses. Mais déjà, avec le travail, je pense que ça arrivera. Il n'y a pas de génération spontanée. Le plus important, c'est le travail, l'organisation autour. Et je pense que la Fédération béninoise de cyclisme est plus ou moins sérieuse parce qu'on a des cyclistes qui partent à d'autres compétitions également, sur le Tour du Gabon, même sur le Tour du Sierra Leone récemment, je crois bien. Il y a des cyclistes béninois qui y étaient. Et voilà, et c'est comme ça on va apprendre, et c'est comme ça on viendra peut-être un jour au sommet, pourquoi pas. Il faut le rappeler, hein, le premier au classement général cette année, c'est le Marocain Achraf El Boghmi qui est encore revenu. Il avait remporté le Tour l'année passée. En 2023, il est encore revenu et puis il a remporté de nouveau. Et on espère que les Béninois ne vont pas lui faciliter la tâche les fois prochaines. Et il faut rappeler que le premier Béninois dans ce classement général est arrivé à la 25e place. Place donc au carré d'as des compétitions interclubs européennes. Nous allons commencer par la Champions League. Et notamment le match de ce soir qui oppose le PSG au Borussia Dortmund. Dites-moi, monsieur Adoni, après le 1-0 du Borussia Dortmund lors du match aller, le club allemand garde-t-il toutes ses chances intactes pour ce match retour?
Bien sûr, bien sûr. Le Borussia Dortmund garde toutes ses chances de se qualifier. Déjà, le Borussia, il faut savoir que le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund sont restés dans la même poule. Ah oui. Cette année. Et le Lors Paris de la phase de poule. Bien sûr. Et le Paris Saint-Germain a pris 4 points sur 6 face au Borussia Dortmund. Et ils ont encore une histoire récente. En 2020, le Paris Saint-Germain avait déjà éliminé le Borussia Dortmund. En effet. Mais peut-être les gars du Borussia Dortmund voudront prendre leur revanche cette fois-ci. Quoi qu'il en soit, dans l'histoire, le Borussia Dortmund n'a jamais marqué au Parc des Princes déjà. Ah oui. Et voilà, ce soir, même s'ils ne marquent pas et se contentent de ne pas encaisser, ils peuvent passer. Donc voilà, ils peuvent continuer avec cette tradition et passer. Quoi qu'il en soit, Paris sera revanchard. Et déjà au match aller, bien que tout le monde ait critiqué le Paris Saint-Germain, même si dans le jeu ils ont aussi été maladroits. Et oui, les dieux du foot n'étaient pas avec eux, notamment les poteaux, le double poteau. Ouais, je dirais plutôt Athena Nike, la chance n'était pas peut-être de leur côté, parce que s'ils avaient été cliniques, on ne serait pas là. Ils ont subi beaucoup de critiques depuis le match aller et j'espère que ils feront mieux et les deux équipes nous offriront un spectacle vraiment intéressant ce soir. Ah, espérons. Pour ce qui est du second match qui va se dérouler le mercredi, c'est-à-dire demain, le Real Madrid contre le Bayern Munich, une finale avant l'heure. Hein, une finale avant l'heure. Comment appréhendez-vous l'incertain match retour de cette deuxième demi-finale? Déjà, entre le Real et le Bayern Munich en Ligue des Champions, c'est une longue histoire. C'est le match qui s'est le plus joué déjà dans la compétition. Classique. Voilà, le classique européen. Et il y a une chose qui ressort. Le Bayern n'a pas encore gagné au Santiago Bernabéu en ce 21e siècle. Beaucoup de personnes ignorent cela. Mais le Bayern est déjà allé chercher une qualification à Madrid. À Madrid. C'était en 2012. Avec Mourinho. Exactement. Ils étaient allés au tir au but. Ramos, Cristiano notamment et Kaka avaient raté leur tir au but. C'est le joueur sur qui Mourinho comptait d'ailleurs. Exactement, exactement. Et ça avait été une catastrophe à Madrid à ce moment-là. Mais depuis, le Real a enchaîné beaucoup de qualifications contre le Bayern Munich. Et quand bien même en 2017, le Bayern a pu battre le Real dans le temps réglementaire pour arracher des prolongations après une victoire de Madrid à Munich. Au final, c'est le Real qui s'en est sorti. Oui. Donc, depuis 2012 et cette élimination, le Real a enchaîné plusieurs qualifications contre le Bayern. Néanmoins, il faut souligner que les demi-finales sont l'étape de la compétition qui réussit le moins au Real Madrid. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Alors que les quarts de finale, par contre, ils ont un taux de réussite très très supérieur. En demi-finale, c'est beaucoup plus compliqué. La preuve, ces dernières années, le Real a enchaîné plusieurs demi-finales. Ils ont toujours été dans le carré d'as. Mais c'est seulement pour 5 titres. Pour le Real, en trifle seulement 5 titres. Espérons que vous ne soyez pas l'oiseau de mauvais augure pour le Real Madrid. Dites-moi, après le coup tactique de Tuchel en deuxième partie lors du match aller, est-ce qu'on peut s'attendre encore à ce que Tuchel nous sorte un autre lapin de son chapeau? C'est possible. Thomas Tuchel est un grand tacticien et souvent il aime les surprises. Il essaie de trouver des solutions et en cours de match, il peut faire évoluer son système pour s'adapter au mieux à l'adversaire, comme déjà au match aller. Et au retour, il enregistre aussi le retour de... Pour demain, excusez-moi, il enregistre le retour de Mathis de Ligt en défense. Ça peut lui donner des idées. Et le Real aussi récupère Carvajal. Bien sûr, le Real récupère Carvajal et va peut-être mieux solidifier son côté droit, quand bien même le but de l'égalisation est venu du côté gauche quand le Roi Sané a changé de position avec Jamal Musiala. Mais on pense que ces deux entraîneurs, forcément, ils ont préparé quelque chose. Et personne ne veut être en reste de ce match. Ça, c'est certain. C'est le match à ne pas rater. Et nous allons aborder la deuxième compétition, les dernières demi-finales de l'Europa League, où l'ogre aujourd'hui, ogre allemand, le Bayer Leverkusen est allé chercher une victoire 2-0 face à la Roma, chez la Roma à domicile. La Roma qui était à domicile. Alors, est-ce que pour ce match retour, la Roma peut espérer quelque chose, faire un miracle chez les Allemands? Oui, sur un terrain de football, tout peut se passer. Néanmoins, le Bayer Leverkusen est vraiment intraitable cette année. Ils ont mis à genoux pratiquement tous les adversaires et ce serait vraiment compliqué pour la Roma. Déjà, la liste a été très compliquée. Quand bien même ils étaient à domicile. Et voilà, le Bayer Leverkusen
Et en tout feu, tout flamme. Déjà, tout feu, tout flamme. Mais tactiquement aussi, Xabi Alonso a sorti quelque chose que beaucoup n'espéraient pas. Déjà, il a mis Stanisic en tant que piston. Piston, oui. Pour mieux contrôler Dybala et tout ça. Et il a mis Florian Wirtz en pointe. C'est un poste qu'il n'occupe pas généralement. Donc, c'est un milieu de terrain. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on espère que ce sera une rencontre aussi ouverte. Et peut-être Daniel Edoro aussi, qui a pris l'association de Mourinho au cours de la saison, pourra peut-être. Et qui fait un beau boulot, hein? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a remis la Roma à l'endroit depuis quelques matchs et ils sont même en position de se qualifier pour les Coupes d'Europe finale de championnat déjà. Donc, déjà. Et néanmoins, il faut aussi rappeler que c'était l'affiche de la demi-finale de l'année passée en Ligue Europa. En Ligue Europa, oui. C'était Mourinho contre Alonso dans ce temps. Bien sûr. Et la Roma s'en était sortie. Mais là, ça serait très compliqué. Alors, pour le second match, l'Atalanta Bergame qui allait tenir en échec l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'Olympique de Marseille peut créer la surprise au match retour chez les Italiens? Marseille, c'est l'histoire. Marseille, c'est l'Europe. Quand bien même ils ont pris peut-être une seule Champions League qui est déjà très immense pour et tout. Mais Marseille a toujours excellé dans les compétitions européennes. Bon, pas toujours en tout cas. Quand ils mènent des campagnes, c'est souvent intéressant. Ils ont enchaîné plusieurs finales de C3 déjà. Oui. Et voilà. Même si beaucoup de personnes mettaient l'équipe de l'Atalanta au-dessus de l'équipe de l'Olympique de Marseille, mais ils ont oublié ce passé européen de Marseille. Et ce cœur de champion que l'Olympique de Marseille a. Et à tout moment, ils peuvent s'en sortir. Bergame, voilà, c'est un club plus ou moins jeune, et en Europe en tout cas. Et là, moins d'expérience que Marseille, bien justement, sûr. Sur le plan européen. Pas au niveau, c'est pas sur le niveau footballistique de cette saison. Et là, franchement, moi, je pense que Marseille peut faire un résultat. Déjà, ils ont éliminé le Benfica au tour précédent. Et comment encore le grand Benfica quand même. Oui. Donc, et personne ne les attendait même au Carrefour. Et ils ont réussi à renverser la vapeur. Voilà. Et déjà, depuis le début, personne ne les attendait. Pourtant, ils sont là. Ils sont là. Et voilà. Et l'esprit de l'expérience est en train de les accompagner, on peut dire. Terminons par la C4, la conférence Ligue européenne, où Aston Villa, qui s'est fait malmener à domicile contre Olympiakos, doit aller maintenant chercher sa qualification vaille que vaille chez les Grecs. Est-ce que les Anglais pourront-ils s'en sortir? Bien sûr, c'est possible qu'ils s'en sortent dans la mesure où Aston Villa est le favori. Et cette défaite qu'ils ont eu à domicile, c'était vraiment une grosse surprise. Peut-être Unai Emery va trouver une solution. Parce que sur le papier, son équipe est quand même largement supérieure à l'équipe de l'Olympiakos. Ah oui, mais maintenant, aller faire un résultat au Pirée, bonne chance à eux. Et pour finir, pour la deuxième rencontre de cette deuxième demi-finale de la C4, Fiorentina a battu à l'aller le FC Bruges, les Belges. Et l'écart n'est que d'un but, le score c'était de 3-2. Est-ce qu'au retour, les Belges pourront-ils renverser la vapeur pour s'arracher le ticket de la finale? Comme je le disais tout à l'heure, sur un terrain de foot, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais déjà avec la victoire 3-2 à l'Artemio Franchi, la Fiorentina est plus ou moins en confiance et peut gérer son avance en Belgique. Ce n'est pas sorcier, ils peuvent s'en sortir, mais il faudrait faire attention aux Belges parce que voilà, ce qu'ils ont montré sur le terrain était vraiment intéressant et ils peuvent renverser la vapeur. Renverser la vapeur. Alors, chers amis téléspectateurs, nous allons donc finir par deux informations. Les deux champions du week-end, le Real Madrid et le Sporting. Le Real qui a été aidé par le Girona qui a battu une fois encore, comme au match aller, 4-2 le FC Barcelone. Le grand FC Barcelone nous manque cette année. On n'a pas compris quel est ce grain qui est rentré dans l'engrenage du FC Barcelone, Adonis. Le Barça, il faut noter déjà que le Barça a perdu ses 4 matchs contre le premier qui est le Real Madrid et le deuxième qui est Gérone. Donc il y a eu un problème peut-être ponctuel au niveau de ces rencontres. Déjà, Xavi même disait que lui pense que le Barça a dominé ces 4 rencontres et que le score ne reflète pas la physionomie des rencontres. N'est pas gagné. Et oui, sauf qu'il a oublié ça. Mais sauf que vous savez aussi que l'ADN du Barça, c'est aussi de bien jouer. Même si beaucoup de personnes critiquent aujourd'hui Xavi, moi je pense qu'on doit essayer de voir parce qu'il est dans une situation plus ou moins compliquée. Délicate. Et
l'année passée, quand même, il a pu ramener le titre de champion contre toute attente. Et si le Barça a décidé de continuer avec lui, c'est que, voilà, je pense qu'il peut redresser la barre et que c'est l'homme de la situation. Oui, et c'est ce qui nous intrigue d'ailleurs. Xavi a remporté le championnat l'année passée avec une équipe moins compétitive que cette équipe qu'il a cette année. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Moi, je pense plutôt qu'il a eu peut-être beaucoup trop d'ambition. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? L'an passé, son titre de champion a été basé sur la défense. Et cette année, le Barça prend l'eau de toutes parts en défense. Déjà, il y a des erreurs individuelles de gauche à droite. Et voilà. Donc, si vous encaissez et que vous ne marquez pas tout autant, c'est difficile. Et Lewandowski aussi, cette année, a eu un rendement plus ou moins qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'il a eu à faire par le passé. Et voilà, donc c'est tout cela combiné. Néanmoins, il y a un petit problème avec Xavi que je n'ai pas compris depuis janvier. C'est la gestion de Vitor Roque. Quand même, si le Barça a mis 60 patates sur lui, c'est que il faut quelque chose. Et il y a même dans le ventre. Voilà, et il y a son agent qui a même fait une sortie du fait qu'il ne soit peut-être pas de la Masia, c'est ce qui fait que Xavi ne l'utilise peut-être pas. Mais on verra quand même. Et qu'ils envisagent même un transfert. Exactement, déjà. Mais on verra ce que ça va nous donner. Quoi qu'il en soit, le Barça reste un grand club. Et je pense que les choses vont se remettre à l'endroit d'ici là pour la beauté du football. Et les classicos sommet encore. D'accord. Il faut le rappeler, hein, au Portugal, ils ont connu la même fortune. Le Sporting Portugal a été sacré champion au Portugal avec la défaite du deuxième de son dauphin, le Benfica, qui a été sèchement battu ce week-end 2-0. Cela a permis au Sporting d'être sacré champion. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci, Adoni. Merci, Kamel. Nous vous espérons pour la fois prochaine pour également décrypter la fin des demi-finales de cette compétition européenne. Il n'y a pas de problème, monsieur Kamel. Alors, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.